Alors, Monsieur Guig, comment comprenez-vous cette double identité du 14e Dalai Lama, à la fois figure religieuse et acteur politique? Je pense qu'il y a un problème dès le départ. Le 14e Dalai Lama a décidé en 1959 de quitter son pays à la suite d'une tentative insurrectionnelle qui a échoué. Et il est, dit-il, une sorte de chef d'État en exil en même temps qu'il exerce l'autorité religieuse sur le bouddhisme tibétain. Mais tout cela n'a pas de sens puisqu'en fait, ayant quitté la Chine et le Tibet, on ne voit pas comment il pourrait continuer à exercer une autorité religieuse sur un pays qu'il a abandonné, alors même, on s'en souvient, que de 1951 à 1959, le 14e Dalai Lama avait les meilleures relations du monde avec Mao Zedong et le Parti communiste chinois, qu'il a même été élu à l'époque vice-président de l'Assemblée populaire nationale, ce qui est quand même une fonction extrêmement importante dans le système institutionnel de la République populaire de Chine. Et il a renié cet héritage, il a jeté aux orties euh, cette, euh, cette coopération bénéfique qui était la sienne avec les autorités de Beijing pour entamer une carrière un peu dérisoire de chef d'État en exil, en réalité porte-parole d'une cause perdue, hein. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une coquille vide politiquement, le Dalai Lama. Il n'a aucune légitimité politique à représenter qui que ce soit dans un pays qu'il a lui-même abandonné, parce qu'il a décidé de s'exiler. Il n'a aucune légitimité dans sa revendication d'indépendance, à laquelle il semble avoir renoncé d'ailleurs, si j'ai bien compris, du point de vue du droit international, puisque le Tibet, alors aussi bien le Xizang, le Qinghai, le Sichuan, ces régions font partie intégrante de la République populaire de Chine. C'est une partie inaliénable du territoire chinois et c'est ce que dit le droit international. Il n'y a aucune instance internationale qui ait jamais mis en question l'appartenance de droit et de fait du Tibet, dans ses différentes composantes géographiques, à la République populaire de Chine. Donc, je dirais pour résumer que le Dalai Lama n'a pas, à mon avis, la légitimité suffisante du point de vue de sa fonction sacerdotale pour désigner arbitrairement son successeur, puisque, comme on l'a vu, il s'affranchit d'une tradition ancestrale qui, qui demeure et à laquelle le, le peuple chinois et les habitants du Xinjiang sont attachés. Il n'a pas non plus de légitimité politique du point de vue des institutions de la République populaire de Chine. Il n'est pas un chef d'État en exil en réalité, il est le chef d'une faction politique qui combat le gouvernement de son pays depuis l'étranger. Il y en a beaucoup dans le monde, des gens comme ça, mais ça ne lui donne pas de légitimité. Et puis enfin, je l'ai dit, du point de vue du droit international, sa légitimité est totalement nulle, puisqu'il ne peut pas représenter une province sécessionniste qui n'existe pas du point de vue du droit international. Or, seul le droit international régit les relations entre les États. Et donc, le soutien qu'il a pu obtenir à l'étranger tourne à vide. Les gens qui le soutiennent, en fait, soutiennent une coquille vide. C'est ça qu'il faut bien comprendre.